mots. Il n'avait présent aucun sens. Il ne se sentait pas avilé par ce qu'il avait fait, et quant à Lou et Catherine, n'étaient-ils pas des complices, des conspirateurs, associés dans une même quête, de sorte que voir en la poursuite d'un objectif commun un acte de générosité admirable était dénué de sens. Il lui prit la main et la serra, moins en signe de remerciement que dans un élan de pure camaraderie. « Nous nous aiderons les uns les autres, dit-il, répétant ces paroles, cherchant son regard dans un transport d'amitié. Le regard qu'elle posa sur lui était grave, mais assombri par la tristesse. « Il est déjà parti, songea-t-elle, bien loin d'ici il ne pense plus à moi. » Et comme ils restaient assis l'un près de l'autre, main dans la main, elle eut soudain l'impression que des tombereaux de terre se déversaient entre eux deux, les séparant au fil des secondes par un mur toujours plus impénétrable. Ce processus, qui lui donnait le douloureux sentiment d'être peu à peu définitivement coupée de la personne à laquelle elle tenait le plus, arriva enfin à son terme, et d'un commun accord ils relâchèrent l'étreinte de leurs doigts, Rodney portant la main de Catherine à ses temps restant dans le livre. 5h54 à ses lèvres, au moment où le rideau s'écartait et où Mrs. Hilbery jetait dans la pièce un regard gentiment moqueur. Catherine se rappelait-elle, était-on mardi ou mercredi, et dînait-elle à Westminster? Très cher William, dit-elle, marquant une pause, comme si elle ne pouvait résister au plaisir d'empiéter un instant sur ce monde merveilleux de l'amour, de la confiance et du romantisme. Très chers enfants, ajouta-t-elle, disparaissant brusquement, comme si elle se forçait à tirer le rideau sur une scène qu'elle ne voulait surtout pas être tentée d'interrompre. Chapitre XXV. À 3h15 de l'après-midi, le samedi suivant, Ralph Denham, assis au bord du lac de Cape Garden, promenait son index sur le cadran de sa montre. La nature inexorable et juste du temps lui-même se reflétait sur son visage. On aurait pu être en train de composer un hymne à la marche sans hâte ni repos de cette divinité. Temps restant cher le livre. 5h54 58 4, minute après minute, il semblait acquiescer gravement à l'ordre inéluctable. Son expression était si austère, si sereine, si impassible, à l'évidence, le passage de cette heure revêtait, du moins pour lui, une majesté que ne devait gâter aucune irritation mesquine de sa part. Même si le temps entraînait dans sa fuite de grands espoirs personnels, son visage donnait une assez bonne idée de ce qui se passait en lui. Il avait l'esprit un peu trop exalté pour les broutilles de la vie quotidienne. Il ne pouvait accepter le fait qu'une dame ait un quart d'heure de retard à son rendez-vous sans déduire de ce contretemps que sa vie entière était gâchée. L'œil fixé sur sa montre, il semblait scruter les ressorts secrets de l'existence humaine, et à la lumière de ce qu'il voyait là, il vira cap pour cap, se tournant résolument vers le nord et le cœur de la nuit. Oui, il lui faudrait naviguer en solitaire à travers les glaces et l'eau noire tendue vers qu'elle but. À cet instant, il posa le doigt sur le chiffre de la demi-heure et décida que lorsque la grande aiguille atteindrait ce point il partirait, répondant en même temps à une autre des nombreuses voix qui se disputaient son attention, que ce but assurément existait, mais qu'il devrait déployer tant restant dans le livre. 5h53 58%, la plus farouche énergie pour se maintenir à peu près dans la bonne direction. Pourtant, semblait lui assurer le tic-tac des secondes, on poursuit sa route, dignement, les yeux ouverts, bien décidé à ne pas accepter la médiocrité, à résister aux viles tentations, à ne pas céder, à ne pas transiger. Les aiguilles marquaient à présent 3h25 sur le cadran de la montre. Le monde, s'affirma-t-il à lui-même, puisque Catherine Hilbery avait maintenant une demi-heure de retard, n'a aucun bonheur à offrir, aucun répit, aucune certitude. Quand d'emblée tout se ligue contre vous, la seule faute impardonnable, c'est l'espoir. Délaissant un instant le cadran de sa montre, il contempla la rive opposée d'un air pensif et non dénué de nostalgie, comme si la sévérité de son regard était encore susceptible de s'adoucir. Bientôt, une lueur de satisfaction profonde s'alluma dans ses yeux, mais pour autant il ne fit pas un mouvement. Il observait une dame qui suivait d'un pas rapide, mais l'allure un brin hésitante, l'avenue herbeuse qui menait jusqu'à lui. Elle ne le voyait pas. La distance accentuait étonnamment le caractère altier de sa silhouette, et le flottement autour de ses épaules d'un voile cramoisi gonflé par la brise l'apparaît d'une aura romanesque. Temps restant plein le livre. 5h52, la voici, tel un navire toute voile dehors, songea-t-il,
se rappelant vaguement quelques vers d'un poème ou d'une pièce dont l'héroïne s'avançait ainsi, dans un volettement de plumes, saluée par le vent léger. Elle était environnée de verdure et de grands arbres majestueux qui semblaient se rapprocher encore à son passage. Il se leva, et elle l'aperçut. Elle poussa une petite exclamation qui prouvait qu'elle était contente de le trouver, mais aussi qu'elle se reprochait d'être en retard. « Pourquoi ne m'aviez-vous rien dit? J'ignorais que tout ceci existait, remarqua-t-elle, faisant allusion au lac, au vaste espace de verdure, à la grande allée bordée d'arbres, avec au loin les rides dorées de la Tamise et le château ducal au milieu de ces prairies. Elle gratifia le lion ducal et sa queue parfaitement rectiligne d'un éclat de rire incrédule. Vous n'étiez jamais venu à Cap, demanda Denamo, mais apparemment elle y était venue une fois, tout enfant, à une époque où la géographie des lieux était complètement différente, et où la faune comprenait sûrement des flamants roses, et peut-être bien des temps restants dans le livre. 5h01, minimum 58 chameaux. Il s'éloignit, lentement, en recréant ces jardins légendaires. On sentait qu'elle avait plaisir tout simplement à se promener, à flâner en laissant vaguer son imagination suivant ce qui s'offrait à sa vue, un buisson, un gardien du parc, une oie exotique, comme si cette détente lui était nécessaire. La tiédeur de cet après-midi, la première du printemps, les incita à s'asseoir sur un banc dans une clairière de hêtres, d'où rayonnaient plusieurs allées verdoyantes. Elle soupira profondément. « C'est tellement paisible, dit-elle, comme pour expliquer son soupir. Il n'y avait pas un seul promeneur à l'horizon, et le murmure du vent dans les branches, que les londoniens ont si rarement l'occasion d'entendre, lui semblait s'exhaler de l'immensité d'air embaumé qui s'étendait au loin, tandis qu'elle respirait avec délice et contemplait la vue. Denham s'appliquait à dégager quelques pousses vertes à moitié enfouies sous les feuilles mortes. Il s'y prenait avec toute la délicatesse d'un botaniste. Quand il désigna la petite plante verte par son nom latin, sous lequel se dissimulait une fleur bien connue, Niemachetsea, Catherine se récla avec un brin d'amusement en restant dans le livre, h 50:59 sur son savoir. Elinem avouait être profondément ignorante en la matière. Comment s'appelait cet arbre en face, par exemple, à supposer qu'on daigne l'appeler par son nom vulgaire. Être, Ormusicomore, une feuille morte attesta qu'il s'agissait finalement d'un chêne, et le schéma que Denham s'empressa de dessiner sur une enveloppe fournit bientôt à Catherine quelques-uns des principaux traits distinctifs des arbres poussant sur notre sol. Elle lui demanda alors de l'éclairer sur les fleurs. Pour elle, c'étaient des pétales de formes et de couleurs variées, délicatement posés, à différentes époques de l'année, sur des tiges vertes qui se ressemblaient toutes, mais pour lui, c'était d'abord des bulbes ou des graines, et plus tard, des choses vivantes pourvues d'un sexe, de pores, et d'aptitudes particulières, qui s'adaptaient par toutes sortes de procédés ingénieux pour vivre et se reproduire, et qui pouvaient y être trapues ou élancées, flamboyantes ou pâles, unies ou tachetées, selon des processus susceptibles de révéler les secrets de l'existence humaine. Denham parla avec une ardeur grandissante d'un sujet pour lequel il se passionnait de longue date en secret. Aucun discours n'aurait semblé plus doux à l'oreille de Catat en restant dans le livre. 5h50 59% Rin. Depuis des semaines, rien n'avait résonné aussi mélodieusement à son esprit. Cette musique éveillait des échos dans tous ces replis obscurs de son être où la solitude avait si longtemps régné sans partage. Elle aurait voulu qu'il continue indéfiniment à parler des plantes, et à lui montrer comment la science recherchait, pas tout à fait à l'aveuglette, la loi qui présidait à leurs variations innombrables. L'idée d'une loi, peut-être impénétrable mais assurément omnipotente, la séduisait en ce moment, parce qu'elle ne voyait rien de semblable à l'œuvre dans la vie des hommes. Les circonstances l'obligeaient depuis longtemps, comme c'est le cas de la plupart des femmes dans la fleur de la jeunesse, à considérer minutieusement et douloureusement tout cet aspect de la vie qui n'est visiblement soumis à aucun ordre. Il lui avait fallu considérer des états d'âme et des désirs, des degrés de sympathie ou d'antipathie, ainsi que leur effet sur la destinée de gens qui lui étaient chers. Elle avait dû s'interdire toute contemplation de cet autre aspect de la vie où la pensée construit une destinée indépendante des êtres humains. Elle suivait les paroles de Denham et envisageait leur portée avec une agilité d'esprit qui dénotait en restant dans le livre. 5h49 s, des capacités soigneusement entretenues et encore intactes. Les arbres mêmes et la verdure qui se fondaient dans le bleu de l'horizon devenaient pour elle des symboles du vaste monde extérieur qui se soucie bien peu du bonheur,
du mariage ou de la mort de tel ou tel afin d'illustrer ce qu'il disait. Denham l'amena d'abord au jardin de rocailles, puis à la serre aux orchidées. Le tour pris par la conversation permettait à Denham de se sentir en sécurité. Son ardeur venait peut-être de sentiments plus personnels que ceux que la science lui inspirait, mais elle se manifestait sous une forme déguisée, et il avait naturellement beaucoup de facilité pour exposer et expliquer. Néanmoins, quand il vit Catherine parmi les orchidées, sa beauté étrangement rehaussée par ses plantes fantastiques, qui donnaient l'impression de l'épier sous des capuchons rayés ou de la dévisager à gorge béante. Son zèle pour la botanique déclina et céda la place à un sentiment plus complexe. Elle se tut. Les orchidées semblaient lui inspirer des réflexions absorbantes. Au mépris du règlement, elle tendit sa main dégantée pour en toucher une. La vue des rubis à son doigt le frappa si désagréablement en restant dans le livre. 5h04 était minimum qu'il tressaillit et se détourna. Mais l'instant suivant il se ressaisit, il la regarda observer une forme étrange après l'autre avec l'expression méditative et réfléchie de quelqu'un qui ne voit pas exactement ce qui est sous ses yeux, mais explore à tâtons des régions qui s'étendent au-delà. Son air absent n'avait absolument rien d'affecté. Denham doutait qu'elle se souvienne encore de sa présence. Il pouvait se rappeler à elle, bien sûr, par une parole ou par un geste, mais à quoi bon, elle était plus heureuse ainsi. Elle n'avait besoin de rien qu'il puisse lui donner, et lui-même avait peut-être intérêt à garder ses distances, à se contenter de savoir qu'elle existait, afin de préserver ce qu'il possédait déjà parfait, lointain et intact. En outre, son air tranquille au milieu des orchidées, dans cette atmosphère un peu étouffante, illustrait curieusement une scène qu'il avait imaginée chez lui dans sa chambre. Cette image, qui se confondait avec celle de son souvenir, fit qu'il garda le silence quand la porte se referma derrière eux et qu'ils reprirent leur promenade. Catherine, certes, ne disait rien, mais ne pouvait s'empêcher de penser que son silence à elle était une forme d'égoïsme. Il était égoïste, le sapard de souhaitant restant dans le livre, H4, minimum 59% plus inquiète à mesure que la liste s'allongeait. Denham partit devant à grandes enjambées, et il l'entendit crier qu'il l'avait trouvée avant même qu'elle n'arrive au banc, afin de s'assurer que rien n'avait disparu. Elle était là, le contenu du sac sur ses genoux. Étrange collection, songea Denham, vivement intéressé. Des pièces d'or en vrac étaient prises dans un morceau de dentelle. Il y avait des lettres qui, pour une raison ou une autre, évoquaient une très grande intimité. Il y avait 2 ou 3 clés, et des listes de commissions marquées çà et là d'une petite croix. Mais elle ne sembla satisfaite qu'après s'être assurée de la présence d'un certain papier, plié de façon telle que Denham ne put deviner de quoi il s'agissait. Soulagée et reconnaissante, elle déclara aussitôt qu'elle avait réfléchi à ce que Denham lui avait dit de ses projets. Il l'arrêta tout de suite. « Ne parlons pas de cette histoire assommante. » « Mais je croyais, c'est une histoire assommante. Je n'aurais jamais dû vous ennuyer avec ça. Alors, vous avez pris votre décision, Théo. Tout est réglé, répondit Hélène. Je vais m'installer dans cette affreuse bicoque pour écrire un livre sans intérêt comme je vous envie, répliqua Tétel, avec la plus grande sincérité. Ma foi, on trouve des petites maisons à louer pour 15 shillings par semaine. On en trouve, oui, dit-elle. Le problème, c'est que, elle se retint. 2 pièces, c'est tout ce qu'il me faudrait, poursuivit-elle avec un curieux soupir, une pour manger, une pour dormir. Ah, mais j'aimerais bien en avoir une autre, une grande pièce en haut, et un petit jardin où faire pousser des fleurs. Un sentier comme ça qui descendrait vers une rivière, ou monterait jusqu'à un bois, et la mer pas trop loin, pour pouvoir entendre le bruit des vagues la nuit. Des béatos s'évanouissant à l'horizon, elle s'interrompit. Serez-vous près de la mer, mon idée du bonheur parfait, commença-t-il, sans répondre à sa question. C'est de vivre comme vous venez de le dire. Eh bien, maintenant vous le pouvez. Vous travaillerez, j'imagine, poursuivit-elle, vous travaillerez toute la temps restant dans le livre. 5h44 minutes 59 matinée et de nouveau après le thé et peut-être le soir. Vous ne serez pas continuellement interrompu par des gens autour de vous. Jusqu'à quel point peut-on vivre seul, demanda-t-il. Avez-vous jamais essayé? Une fois pendant 3 semaines, répondit-elle. Mes parents étaient en Italie, et un contretemps m'a empêché de les rejoindre. Pendant 3 semaines, j'ai vécu entièrement seule, sans parler à personne, sauf à un inconnu dans un petit restaurant où je déjeunais, un homme qui portait la barbe. Ensuite,
Je retournais seul dans ma chambre et ma foi, je faisais ce que je voulais. Cela ne fait pas de moi une personne bien aimable, j'en ai peur, ajouta-t-elle, mais je ne supporte pas de vivre avec d'autres gens. À l'occasion, un homme portant la barbe peut être intéressant, il n'a pas d'idées préconçues, il ne cherche pas à m'imposer sa façon de penser, et nous savons que nous ne nous reverrons jamais. Nous sommes donc parfaitement sincères, chose qui n'est pas possible avec des amis, c'est absurde, répliqua Denham avec brusquerie. Pourquoi absurde point d'interrogation demanda-t-elle, tout en restant dans le livre. 5h43 parce que vous ne pensez pas ce que vous dites, se récria-t-il. Vous êtes bien sûr de vous, dit-elle, le regardant en riant. Quel homme imprévisible, irascible et impérieux. Il lui demandait de venir à Kenwood pour le conseiller. Là-dessus, il lui disait qu'il avait déjà réglé la question, et ensuite, il se mettait à la critiquer. Il était tout le contraire de William Rodney, songea-t-elle. Il portait de vieux vêtements fatigués et mal coupés, il était peu versé dans les civilités, il était taciturne et gauche, au point où presque d'effacer sa personnalité bien réelle. Il restait gauchement silencieux, se montrait gauchement insistant. Et pourtant elle l'aimait bien. Je ne pense pas ce que je dis, répéta-t-elle avec bonne humeur. Alors je doute que la sincérité absolue soit un principe essentiel dans votre vie, répondit-il sur un ton plein de idées sous-entendues. Elle rougit. Il avait directement trouvé le défaut de la cuirasse ses fiançailles, et avait de bonnes raisons de dire cela. Au moins n'était-ce plus totalement justifié, se rappela-t-elle avec plaisir, mais elle ne pouvait payer notamment dans le livre. 5h43 B éclairait sa lanterne et devait donc supporter ses insinuations, encore que, venant d'un homme qui s'était conduit comme il l'avait fait, elle n'aurait pas dû lui paraître bien blessante. Néanmoins, ses paroles ne manquaient pas de force, songea-t-elle, en partie parce qu'il ne semblait pas conscient de ses propres torts envers Mary Datchet, si bien qu'elle ne savait plus trop que penser, en partie parce qu'il s'exprimait toujours avec véhémence, pour une raison qui lui échappait encore un peu. La sincérité absolue est assez difficile, vous ne croyez pas, demanda-t-elle avec un brin d'ironie. Il y a pourtant des gens qui semblent en être capables, répondit-il assez vaguement. Il avait honte de vouloir à toute force la blesser, non toutefois pour le plaisir de lui faire mal à elle, qui était hors de l'atteinte de ses traits, mais afin de mortifier son désir de s'abandonner avec une folle insouciance à l'ardeur qui, par moments, semblait prête à le transporter à l'autre bout de la terre. Elle l'émouvait au-delà de ses rêves les plus fous. Sous l'attitude placide, qui serrait presque le serpent, elle l'adoptait aisément pour répondre à toutes les petites exigences de la vie quotidienne, il temps restant dans le livre. H47 soupçonnait une ardeur qu'elle contenait ou réservait à d'autres circonstances, à ces moments de solitude, ou encore était-ce possible à l'amour? Était-il donné à Rodney de la voir sans masque, sans retenue ni souci de ses obligations, créature toute de spontanéité, de passion et de liberté instinctive? Non, il se refusait à le croire. C'est dans la solitude que Catherine sortait de sa réserve. Je retournais seule dans ma chambre et je faisais ce que je voulais. Elle lui avait dit cela, et du même coup lui avait fait entrevoir des possibilités, qui sait, des confidences, comme s'il pouvait être celui qui partagerait sa solitude, ce dont la seule idée lui faisait battre le cœur et tourner la tête. Il se domina avec la dernière énergie. Il la vit rougir, et dans l'ironie de sa réponse perçut son ressentiment. Il palpa dans sa poche sa montre en argent bien polie, espérant que cela l'aiderait en quelque sorte à retrouver le calme et le fatalisme qui étaient les siens quand il la égardait au bord du lac. Car il devait coûte que coûte s'en tenir à cette attitude dans ses relations avec Catherine. Il avait parlé de gratitude et d'acceptation dans la lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Maintenant, il lui fallait ir prestant dans le livre. TH 41 B0,13 l'ait employé toute sa foi qu'au. Le caractère à respecter cet engagement en sa présence. Ainsi attaquée, Carrie ne essayait pendant ce temps de définir sa position. Elle avait envie de convaincre Denham. Vous ne voyez donc pas qu'il est plus facile d'être honnête avec les gens quand on n'a pas de lien avec eux, demanda-t-elle. Voilà ce que je voulais dire. On n'a pas besoin de les ménager, on n'a aucune obligation envers eux. Vous avez bien dû le constater dans votre propre famille, vous ne pouvez pas discuter de ce qui vous tient le plus à cœur parce que vous dépendez trop les uns des autres, que vous formez un clan, que c'est une situation fausse. Son raisonnement tourna court, car il s'agissait d'un sujet complexe, et elle s'apérait qu'elle ignorait si Denham avait ou non de la famille.
Denham était d'accord avec elle sur l'effet destructeur du système familial, mais il n'avait pas envie de discuter de la chose en cet instant. Il se tourna vers un problème qui l'intéressait davantage. « Je suis persuadé, dit-il, qu'il y a des cas où il est possible d'être parfaitement sincère, des cas où, terrible restant dans le livre. 5h40 vous voulez, les gens n'ont pas de lien particulier, bien qu'ils habitent ensemble, où chacun des deux est libre et n'a strictement aucune obligation envers l'autre pour commencer peut-être, reconnu, elle d'un air un peu morose. Mais les obligations finissent toujours par s'imposer. Il faut ménager les sensibilités. Les gens ne sont pas simples, et ils ont beau vouloir se montrer raisonnables, ils se retrouvent dans la situation qui était la sienne, voulait-elle dire, mais elle ajouta gauchement dans le pétrin ça, reprit aussitôt Denham, c'est parce qu'ils ne se sont pas clairement entendus au départ. Je serai prêt, continua-t-il sur un ton raisonnable qui témoignait d'une belle maîtrise de soi, à poser sur le champ les conditions d'une amitié parfaitement sincère et parfaitement claire. Elle était curieuse de les entendre, mais, outre que le sujet lui paraissait receler des dangers qu'elle connaissait mieux que lui, son ton lui rappelait la déclaration étrangement abstraite qu'il lui avait faite sur l'embankement. Pour le moment, elle craignait toute allusion à l'amour, cela lui était aussi douloureux qu'un frottement sur une plaie à vif. Temps restant dans le livre. 5h39 60 mais il poursuivit sans attendre qu'elle l'y invite. D'abord, une telle amitié ne doit rien avoir de sentimental. En tout cas, il doit être entendu de part et d'autre que si l'un des deux choisit de tomber amoureux, il ou elle le fait à ses risques et périls. Aucun des deux n'a d'obligation envers l'autre. Ils doivent être libres de rompre ou de modifier leur relation à n'importe quel moment. Ils doivent pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire sans la moindre restriction. Tout ceci doit être bien entendu et ils y gagnent quelque chose qui en vaut la peine, demanda-t-il. Il y a des risques, naturellement il y a des risques, répliqua-t-il. C'était un mot qu'elle employait le ouf ces temps-ci au cours de ses débats intérieurs. Mais c'est le seul moyen si l'on considère que l'amitié est une chose qui en vaut la peine, conclut-il. Peut-être que oui, dans ces conditions, dit-elle pensivement. Eh bien, dit-il, telles sont les conditions de l'amitié que je souhaiterais vous offrir tant restant dans le livre. 5h39 61. Elle s'attendait à cela, et ressentit malgré tout un petit choc, de plaisir et de réticence mêlés, en entendant ces paroles cérémonieuses. Je voudrais bien, commença-t-elle, mais, cela déplairait-il à Rodney? Oh, non, s'empressa-t-elle de répondre. Non, non, ce n'est pas cela, reprit-elle, et de nouveau ne sut comment poursuivre. Elle était touchée par la manière directe et néanmoins solennelle dont il avait formulé ce qu'il appelait les conditions de l'amitié qu'il lui offrait, mais s'il était généreux, elle se devait d'autant plus d'être prudente. Il rencontrerait sûrement des difficultés, se dit-elle, mais quand il eut atteint ce point, qui à dire vrai ne représentait pas un progrès considérable sur la voie de la prudence, sa vision de l'avenir se brouilla. Elle chercha une catastrophe précise qui les guetterait inévitablement, mais elle n'en trouva aucune. Les catastrophes lui semblaient une pure invention. La vie continuait toujours. La vie était complètement différente de ce que les gens racontaient. Et non seulement elle avait épuisé sa réserve de prudence, mais celle-ci lui paraissait soudain parfaitement superflue. Si quelqu'un était capable de prendre soin de lui tant restant dans le livre. 5h38 60 même, c'était bien Ralph Denham, il lui avait dit qu'il ne l'aimait pas. Et de plus, songea-t-elle, marchant sous les hêtres en balançant son parapluie, puisqu'elle avait l'habitude d'être entièrement libre en pensée, pourquoi s'imposerait-il toujours en pratique une norme de conduite aussi différente? Comment, se dit-elle, justifier ce décalage permanent entre la pensée et l'action, entre la vie intime et la vie en société, ce gouffre ahurissant avec, d'un côté, la part de soi qui agit à la lumière du jour, et de l'autre la part contemplative et sombre comme la nuit? N'était-il pas possible de passer d'un côté à l'autre la tête haute, et sans changement essentiel? N'était-ce pas justement la chance qu'il lui offrait, la chance rare et merveilleuse de l'amitié? Toujours est-il qu'elle dit à Denham, avec un soupir dans lequel il perçut à la fois de l'impatience et du soulagement, qu'elle était d'accord, elle trouvait qu'il avait raison, elle acceptait les conditions de son amitié. Maintenant, dit-elle, allons prendre le thé. De fait, une fois ces principes posés, tous deux se sentirent manifestement l'esprit léger. Convaincus l'un et l'autre qu'une chose de la plus haute importance avait été réglée, ils pouvaient à présent s'intéresser à leur thé en restant dans le livre.
5h37 et au parc. Ils déambulèrent d'une serre à l'autre, virent des nénuphars flottant dans des bassins, humèrent le parfum de milliers d'œillets, et comparèrent leurs goûts respectifs en matière d'arbres et de lacs, tout en parlant exclusivement de ce qu'ils voyaient, de sorte qu'ils n'avaient rien à craindre des oreilles indiscrètes. Ils sentaient que le pacte qui les unissait gagnait en force et en profondeur du fait de tous ces gens qui les croisaient et ne soupçonnaient rien de tel de l'avenir de Ralph et de sa petite maison à la campagne. Il ne fut plus question. Chapitre XXV. Bien que les diligences d'autrefois, avec leurs portières gaiement décorées et la trompe du postillon, les caprices du cocher et les vicissitudes de la route, soient depuis longtemps tombées en poussière en tant que réalité matérielle, et subsistent dans les pages de nos romanciers en ce qu'elles participaient de l'esprit du temps. Un voyage à Londres en train express peu en temps restant dans le livre. 5h36 corrait être une aventure très agréable et romanesque. À 22 ans, Cassandra Otway n'imaginait pas qu'il puisse exister beaucoup d'expériences plus agréables. Rassasiée qu'elle était de verte campagne, elle trouva à la première rangée de petites maisons d'artisans qu'elle aperçut dans la banlieue de Londres un côté sérieux qui rehaussait indéniablement l'importance de tous les occupants du compartiment, et qui semblait même, car c'était une nature impressionnable, augmenter la vitesse du train et donner un ton impérieux au sifflet de sa locomotive. Il se dirigeait vers Londres et avait forcément priorité sur tous ceux qui n'avaient pas la même destination. Un changement de comportement s'imposait dès que l'on mettait le pied sur le quai de la gare de Liverpool Street et qu'on devenait l'un de ces citadins préoccupés et pressés que d'innombrables taxis, autobus et métros ne demandaient qu'à servir. Elle s'efforça d'avoir elle aussi l'air digne et préoccupé, mais comme le taxi l'emportait, avec une assurance qui l'effrayait un brin, elle oublia peu à peu son statut de londonienne, et ne cessa de tourner la tête à droite et à gauche, saisissant avidement un bâtiment d'un côté, une scène de rue de l'autre, afin de satisfaire son intent restant dans le livre. 5h36 Intense curiosité. Et pourtant, à ses yeux, tant que dura la course, personne n'était réel, rien n'était ordinaire, la foule, les ministères, le flot d'hommes et de femmes qui baignaient le pied des grandes vitrines, n'avaient aucune individualité, et lui donnaient l'impression d'une représentation théâtrale. Tous ses sentiments étaient avivés, et en partie inspirés résidence, par le fait que son voyage la conduisait au cœur de ce qui était pour elle l'univers le plus romanesque qui soit. 1000 fois déjà, fuyant leur cadre bucolique, ses pensées avaient précisément suivi cette voie, pénétré dans la maison de Chelsea et directement gagné la chambre de Catarinou, profitant de leur invisibilité. Elle s'était insinuée tout à loisir dans l'intimité de l'adorable et mystérieuse maîtresse des lieux. Cassandra adorait sa cousine, cette adoration aurait pu verser dans le ridicule, mais ce qui la préservait de cet excès et lui conférait un charme irrésistible, c'était le tempérament essentiellement versatile de Cassandra. Elle avait adoré bien des choses et des êtres au cours de ses 22 années d'existence. Elle avait tour à tour été l'orgueil et le désespoir de ses professeurs. Elle s'était prise de passion. Elle s'était prise de passion pour l'architecture et la musique, l'histoire tant restant dans le livre. 5h35 60 et les humanités, la littérature et la peinture, mais chaque fois, au plus fort de son enthousiasme, qui s'accompagnait d'un haut niveau de pratique, elle changeait d'idée et s'achetait en douce l'abécédaire d'un nouvel art. Les terribles conséquences d'une telle dissipation intellectuelle, annoncée par toutes ses gouvernantes, apparaissait à l'évidence maintenant que Cassandra avait 22 ans, n'avait jamais été reçue à un examen et se montrait chaque jour moins capable d'obtenir le moindre diplôme. L'idée plus fâcheuse qu'elle ne pourrait sûrement jamais gagner sa vie se vérifiait également. Mais à partir de tous ces brins de talent disparates, Cassandra s'était tissé une attitude, une tournure cresprit, qui, à défaut d'être utile, avait aux yeux de certains le mérite appréciable de la vivacité et de la fraîcheur. Catherine, par exemple, trouvait sa compagnie tout à fait charmante. À elle deux, les cousines présentaient, semblait-il, toute une gamme de qualités qui ne se trouve jamais réunies chez une même personne et rarement dans un groupe d'une demi-douzaine. Alors que Catherine était simple, Cassandra était complexe. Alors que Catherine était ferme et directe, Cassandra était vague et évasive. En bref, elle tant restant dans le livre. 5h34 représentait au mieux les deux côtés, masculin et féminin, de la nature des femmes, mais un même sang coulait dans leurs veines, qui assurait leur unité profonde.
Si Cassandra adorait Catherine, elle était incapable d'adorer qui que ce soit sans se rafraîchir fréquemment l'esprit par des taquineries et railleries légères, et Catherine appréciait son humour au moins autant que son respect. Pour l'heure, le respect prédominait assurément dans l'esprit de Cassandra. Les fiançailles de Catherine avaient frappé son imagination, comme les premières fiançailles dans un petit cercle de jeunes gens du même âge frappent en général l'imagination des autres. C'était solennel, beau et mystérieux. Cela donnait aux intéressés l'air important de ceux qui ont été initiés à quelques rites secrets, encore inconnus du reste du groupe. Par égard pour Catherine, Cassandra trouvait William très distingué et très intéressant, et avait accueilli d'abord sa conversation, puis son manuscrit, comme les marques d'une amitié qu'elle était flattée et ravie d'inspirer. Catherine n'était pas encore rentrée quand elle arriva dans Shenwalk. Après avoir salué son oncle et sa tante, et reçu comme d'habitude, pour les courses en prestant dans le livre. 5h33 minutes 61% en taxi et les menus plaisirs, 2 souverains donc le Trevor, dont il était la nièce préférée, elle se changea, puis alla tranquillement attendre Catherine dans sa chambre. Quel grand miroir elle avait, se dit Cassandra, et quelle maturité dans la disposition des objets sur la coiffeuse, comparé à ce qu'elle avait l'habitude de voir dans sa chambre. Promenant son regard dans la pièce, elle pensa que l'idée d'enfiler des factures sur une broche pour décorer la tablette de la cheminée ressemblait étonnamment à Catherine. Il n'y avait pas une seule photographie de William en vue. Avec son mélange de luxe et d'austérité, ses peignoirs en soie et ses mules cramoisis, son tapis défraîchi et ses murs nus, cette chambre évoquait irrésistiblement Catherine. Cassandra resta plantée au milieu de la pièce à savourer cette sensation, puis, saisie du désir de toucher ce que sa cousine avait l'habitude de toucher, elle commença à prendre les livres rangés sur l'étagère au-dessus du lit. Dans la plupart des maisons, cette étagère est le refuge des derniers vestiges de foi religieuse. Comme si les gens, de jour parfaitement sceptiques, trouvaient au cœur de la nuit et de l'intimité du réconfort restant dans le livre. 5h32 minutes 61 fort à boire une petite gorgée du vieil élixir contre ces peines ou perplexités qui profitent parfois de l'obscurité pour se glisser hors de leur cachette. Mais ici, point de livre de cantiques. Vu leurs couvertures abîmées et leur contenu énigmatique, Cassandra estima qu'il s'agissait de vieux livres de classe ayant appartenu à oncle Trevor, et conservés pieusement, encore que de façon un peu excentrique, par sa fille. Catherine, songea-t-elle, était une source d'étonnement perpétuel. Elle-même s'était passionnée pour la géométrie autrefois, et, pelotonnée sur la courte pointe de Catherine, elle se plongea dans sa lecture pour essayer de mesurer à quel point elle avait oublié ce qu'elle savait jadis. Quand elle entra dans la pièce un peu plus tard, Catherine la trouva absorbée dans cette recherche bien caractéristique. « Ma chère », s'écria Cassandra en brandissant le livre sous le nez de sa cousine, « voici qui change complètement ma vie. Il faut tout de suite que je note le nom de cet homme, sinon j'oublierai. » De quel nom, de quel livre et de quelle vie s'agissait-il? C'est ce que Catherine chercha d'abord à élucider, avant de commencer à se déshabiller en toute hâte. Car elle était très en retard, temps prestant dans le livre. 5h32 minutes 61. Est-ce que je peux rester te regarder demanda Cassandra en refermant son livre fait exprès de me préparer à l'avance. Tu es déjà prête dit Catherine, interrompant légèrement ce qu'elle était en train de faire pour regarder Cassandra, assise sur le bord du lit, les mains croisées autour de ses genoux. Il y aura du monde à dîner, reprit-elle, considérant dans une perspective nouvelle l'effet que pouvait produire Cassandra. Bientôt, la distinction, le charme irrégulier du petit visage au nez long et fin et aux yeux brillants fendus en amande lui parurent tout à fait frappants. La coiffure en hauteur qui dégageait le front faisait assez apprêter, niais, confiée aux bons soins de coiffeurs et de couturières plus experts. La petite silhouette anguleuse pourrait évoquer une aristocrate française du XVe siècle, qui vient dîner demanda Cassandra, anticipant de nouveaux enchantements. William, et, je pense, tante Éléanore et oncle Audrey, je suis si contente que William soit là ce soir. A-t-il dit qu'il m'avait envoyé sa pièce? Je la trouve merte en restant dans le livre. 5h31 minutes 61% veilleuse, je crois qu'il est presque assez bien pour toi. Catherine, tu t'assieras à côté de lui et tu lui diras ce que tu penses de lui. Je n'oserai jamais, affirma Cassandra. Pourquoi? Tu n'as tout de même pas peur de lui? Un peu,
C'est à cause du lien entre vous Catherine sourit. Mais compte tenu de ta fidélité légendaire et du fait que tu vas passer au moins 15 jours chez nous, tu as le temps de perdre toutes tes illusions à mon égard d'ici ton départ. Je te donne une semaine, Cassandra. Je verrai mon pouvoir décliner de jour en jour. À présent il est à son apogée, mais demain il aura déjà commencé à décliner. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Trouve-moi une robe bleue. Cassandra, là, dans la penderie elle parlait de façon décousue, tout en maniant brosse et peigne, ouvrant l'un après l'autre les petits tiroirs de sa coiffeuse et négligeant de les refermer. Cassandra, assise sur le lit derrière elle voyait le reflet du visage de sa cousine dans le miroir. Elle avait l'air grave et concentrée, apparemment préoccupée par autre chose que la simple rectitude de l'arrêt qu'elle traquait pourtant restant dans le livre. 5h30 minutes 61% temps aussi droite qu'une voix romaine dans l'épaisseur de sa chevelure brune. Cassandra se sentit une nouvelle fois impressionnée par la maturité de Catherine, et comme celle-ci s'enveloppait dans la robe qui remplissait presque entièrement le grand miroir d'une lumière bleue et en faisait le cadre d'un tableau contenant. Outre l'image un peu ondoyante de cette belle jeune femme, les formes et couleurs reflétées de quelques objets à l'arrière-plan, Cassandra se dit qu'on n'avait jamais rien vu d'aussi romantique. Cela s'harmonisait parfaitement avec cette chambre, cette maison, et avec la ville alentour, car elle n'avait pas encore cessé de percevoir le roulement assourdi des voitures dans le lointain. Elles descendirent assez tard, malgré l'extrême rapidité avec laquelle Catherine s'était préparée. À l'oreille de Cassandra, le bourdonnement de voix dans le salon évoquait l'accord des instruments d'un orchestre. Il lui semblait qu'il y avait quantité de gens dans la pièce, tous inconnus, qu'ils étaient beaux et vêtus avec une extrême distinction, mais en fin de compte il s'agissait pour la plupart de membres de sa famille, et la distinction de leur mise se limitait, aux yeux d'un observateur impartial, au gilet blanc que portait Rodney, tant restant dans le livre. 5h29 minutes 61% mais ils se levèrent tous au même instant, ce qui en soi était impressionnant, et tous exclamèrent en lui serrant la main, et on la présenta à Monsieur Péton, et la porte s'ouvrit toute grande, et le dîner fut annoncé. Et ils sortirent deux par deux, William Rodney lui offrant son bras noir légèrement fléchi, comme elle l'avait secrètement espéré. En bref, si la scène n'avait été observée que par ses yeux, il eût fallu parler d'une véritable féerie. Le motif des assiettes creuses, les plis empesés de serviettes en forme d'arôme posés à côté de chaque assiette, les petits pains allongés entourés d'un ruban rose, les plats en argent et les coupes à champagne couleur de mer, aux pieds ornés de paillettes d'or prises dans le cristal, tous ces détails, ainsi qu'une odeur singulièrement pénétrante de gants de chevreau, ajoutèrent à son allégresse, mais force lui était de se contenir, parce qu'elle était adulte et que le monde n'avait plus rien qui puisse l'émerveiller. Le monde, certes, n'avait plus rien qui puisse l'émerveiller, mais on y rencontrait les autres. Et chaque personne détenait aux yeux de Cassandra un fragment de ce qu'elle appelait en son fort intérieur la réalité. C'était un présent qu'il voulait bien faire à qui le de temps restant dans le livre. 5h28 minutes 61, il demandait, aussi ne s'ennuyait-on jamais dans un dîner. Et le petit monsieur Péton à sa droite et William Rodney à sa gauche étaient également pourvus de cette qualité qui lui semblait si évidente et si précieuse qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi si peu de gens cherchaient à en profiter. Elle ne savait plus très bien, d'ailleurs, si elle parlait à monsieur Péton ou à William Rodney, mais à celui qui, peu à peu, prit la forme d'un homme d'un certain âge portant moustache, elle décrivit son arrivée dans l'après-midi du jour même, et sa promenade en taxi dans les rues de Londres. Monsieur Péton, un éditeur d'une cinquantaine d'années, inclina à plusieurs reprises sa tête chauve, avec l'air de comprendre. Il comprenait en tout cas qu'elle était très jeune et très mignonne, et voyait qu'elle était excitée, mais pour l'instant il ne parvenait pas à saisir d'après ce qu'elle disait, ni à se rappeler d'après son expérience personnelle, ce qui pouvait bien justifier cette excitation. Y avait-il des bourgeons sur les arbres demanda-t-il. Sur quelle ligne avait-elle voyagé? Elle coupa court à ces questions aimables en lui demandant à brûle-pourpoint s'il était de ceux qui lisent ou de ceux qui regardent par la fenêtre. Monsieur Péton entend restant dans le livre. 5h28 minutes 11.111.11 millions 111 milliards 111 millions 111 101 M. 1. Savait trop rien. On était tenté de croire qu'il faisait les deux. Il s'entendit répondre que c'était là un aveu fort dangereux. Elle était capable de déduire de ce simple trait l'histoire de sa vie. Il l'a mis au défi de le faire,
et le proclama député libéral. William, théoriquement embarqué dans une conversation décousue avec tante Éléanore, n'avait pas perdu un seul mot de cet échange, et profitant de ce que les dames d'un certain âge n'ont pas beaucoup de suite dans les idées, du moins quand elles causent avec ceux qu'elles estiment en raison de leur jeunesse et de leur sexe, il manifesta sa présence en s'esclaffant nerveusement. Cassandra se tourna aussitôt vers lui. Elle était ravie de constater que, sans attendre et tout naturellement, un nouvel être fascinant l'invitait à exploiter ses richesses innombrables. Quant à vous, William, on devine sans peine ce que vous faites dans un compartiment de chemin de fer, dit-elle, se laissant aller dans son euphorie à l'appeler par son prénom. Vous ne regardez absolument jamais par la fenêtre, vous passez tout votre temps à lire, temps restant dans le livre. 5h27 et concrètement, quand déduisez-vous demanda Monsieur Petton que c'est un poète. Bien entendu, répondit Cassandra. Mais je dois avouer que je le savais déjà, et donc ce n'est pas de jeu. J'ai apporté votre manuscrit dans mes bagages, poursuivit-elle, délaissant effrontément Monsieur Petton. J'ai des tas de questions à vous poser à ce sujet. William inclina la tête et s'efforça de dissimuler le plaisir que lui procurait sa remarque. Mais ce plaisir n'était pas sans mélange. William avait beau être sensible à la flatterie, il n'était pas homme à la supporter de la part de gens qui manifestaient des goûts vulgaires ou sentimentaux en littérature, et si Cassandra faisait le moindre faux pas dans ce domaine, il exprimerait sa gêne par un geste de dénégation et un froncement de sourcils, il ne prendrait aucun plaisir à sa flatterie après cela. Tout d'abord, continua-t-elle, je voudrais savoir, pourquoi vous avez choisi d'écrire une pièce à... Vous voulez dire que ce n'est pas assez théâtral, tant restant dans le livre. 5h26 je veux dire que je ne vois pas ce que cela gagnerait à être joué. D'un autre côté, est-ce que Shakespeare y gagne? Henri et moi passons notre temps à nous disputer à propos de Shakespeare. Je suis persuadée qu'il a tort, mais je ne peux pas le prouver parce que je n'ai vu qu'une seule pièce de Shakespeare, un jour à Lincoln. Mais je suis sûre et certaine, insista-t-elle, que Shakespeare écrivait pour la scène. Vous avez parfaitement raison, s'écria Rodney. J'espérais bien que vous seriez de ce côté. Henri a tort, entièrement tort. Bien sûr, j'ai échoué, comme c'est le cas de tous les poètes modernes. Ah, mon Dieu, je regrette de ne pas vous avoir consulté plus tôt. À partir de là, ils examinèrent, aussi minutieusement que le permettait leur mémoire, les différents aspects de la pièce de Rodney. Rien de ce qu'elle dit ne le choqua, et l'audace de l'ignorance stimula si bien l'expérience qu'on vit souvent Rodney la fourchette en l'air, tandis qu'il discutait des grands principes de l'art dramatique. Mrs. Hilbery pensa à part elle qu'il ne lui avait jamais paru autant à son avantage. Oui, il avait quelque chose de changé, il lui rappelait quelqu'un qui était mort, quelqu'un d'éminent, le nom ne lui revenait pas, tant restant dans le livre. 5h25 Cassandra, tout excitée, s'exclama d'une voix aiguë. Vous n'avez pas lu G. Lugner centilitres-paix, répliqua William, un peu piqué. Guerre et paix, répéta-t-elle d'un ton moqueur. J'avoue que je ne comprends pas les Russes. Vous n'êtes pas le seul, rugit Claude Bray de l'autre côté de la table. Moi non plus. Et m'est avis qu'ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Le vieil homme avait gouverné une bonne partie de l'Empire des Indes, mais il avait coutume de dire qu'il aurait préféré écrire l'œuvre de Dickens. La table s'empara alors d'un sujet qui lui plaisait beaucoup. Il apparut à quelques signes avant-coureurs que tante Éléanore s'apprêtait à émettre une opinion. Bien que 25 années au service de quelque œuvre philanthropique ait émoussé son goût, elle reconnaissait d'instinct un arriviste ou un imposteur, et savait très précisément ce qu'on avait ou non le droit de faire en littérature. Il s'agissait d'un savoir inné, dont elle ne tirait pas de fierté particulière. La folie ne saurait être un sujet de fiction, déclara-t-elle catégoriquement. Tant prestant dans le livre, SH 24 ente songé à aimer, degré d'un évidemment marqua Monsieur Hilbery de son haine ton tranquille et un rien à Chigognard. Ah, mais la poésie, c'est différent, Trevor, rétorqua Aunt Éléanore, comme si elle parlait au nom de Shakespeare lui-même. Complètement différent. Et pour ma part, je n'ai jamais cru qu'Hamlet était aussi fou qu'on a le prétend. Qu'en dites-vous, Monsieur Petton, puisqu'un serviteur de la littérature était présent en la personne de l'éditeur d'une revue estimée, elle s'en remettait naturellement à son jugement. Monsieur Petton se laissa aller contre le dossier de sa chaise et, penchant la tête de côté, remarqua que c'était une question à laquelle il n'avait jamais pu trouver de réponse pleinement satisfaisante.
Les arguments ne manquaient pas, d'un côté comme de l'autre, mais alors qu'il se demandait de quel côté argumenter, Mrs. Hilbery interrompit ses sages méditations. Cette délicieuse Ophélie, s'exclama-t-elle. Quel pouvoir merveilleux que celui de la poésie! Je me réveille le matin tout échevelée, dehors il y a un brouillard jaunâtre. La petite Émilie allume l'électricité quand elle entre avec mon thé, et dit « Oh, madame, le temps restant dans le livre. » 5h23 à geler dans la citerne, et la cuisinière s'est coupé le doigt jusqu'à l'os, et puis j'ouvre un petit livre vert, et les oiseaux chantent, les étoiles brillent, les fleurs frémissent. Elle regarda à droite et à gauche comme si ses présences s'étaient soudain manifestées autour de sa table. Votre cuisinière s'est-elle gravement blessée au doigt? Demanda vivement tante Éléanore, s'adressant naturellement à Catherine. Oh, le doigt de la cuisinière n'est qu'une façon de parler, dit Mrs. Hilbery. Mais si elle s'était coupé le bras, Catherine l'aurait aussitôt recousu, ajouta-t-elle avec un regard affectueux vers sa fille qui, songea-t-elle, avait l'air un peu triste. Mais quelle idée sinistre, conclut-elle, posant sa serviette et repoussant sa chaise. Eh bien, montons au salon et trouvons un sujet de conversation plus joyeuse. Une fois dans le salon, Cassandra découvrit d'autres sources de plaisir, entre l'élégance de la pièce elle-même, qui semblait guetter leur arrivée, et l'occasion qui s'offrait à elle d'exercer ses dons divinatoires sur un nouvel assortiment d'êtres humains. Mais les voix feutrées de ces femmes, leur silence recueilli, la beauté en restant dans le livre. 5h23 ouin à ses yeux, rayonnait même du satin noir qui, du et des colliers d'ambre qui entouraient les coups flétris, transformèrent son envie de bavarder en un désir plus discret, juste celui de regarder et de chuchoter à son tour. Elle se plongea avec délice dans une atmosphère de confidence échangée librement, presque par monosyllabes, par ces femmes plus âgées qui l'acceptaient à présent comme l'une des leurs. Son expression se fit très douce et compatissante, comme si elle-même débordait de sollicitude pour ce pauvre monde qui avait bien besoin que tante Maggie et tante Éléanore s'occupent sérieusement de lui. Au bout d'un moment, elle s'aperçut que Catherine se tenait subtilement en dehors de cette communauté, et, rejetant soudain sagesse, douceur et sympathie inquiète, elle se mit à rire. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» demanda Catherine. C'était tellement bête et irrespectueux que cela ne méritait pas d'être expliqué. « Oh, rien, c'est idiot, du plus mauvais goût, mais enfin, si tu regardes en plissant les yeux. » Catherine plissa les yeux et regarda, n'est-ce pas dans la bonne direction, et Cassandra se mit à rire de plus belle, elle riait toujours, s'efforçant d'expliquer tout bas qu'à restant dans le livre. 5h22 travers des yeux mi-clos, tante Éléanore ressemblait au perroquet en cage de stock d'ose, quand les messieurs firent leur entrée et que Rodney vint aussitôt leur demander ce qui les faisait rire. « Je refuse absolument de vous le dire, répondit Cassandra, se levant et se tenant les mains croisées, bien droite face à lui. Son air moqueur lui parut délicieux. Pas une seconde il ne pensa qu'elle était en train de rire de lui. Elle riait parce que la vie était adorable, un véritable enchantement. « Ah, mais c'est cruel à vous de me faire sentir la barbarie de mon sexe, répliqua-t-il, joignant les talons et serrant du bout des doigts un chapeau claque ou un jonc imaginaire. Nous venons de discuter de toutes sortes de sujets ennuyeux, et maintenant je ne saurai jamais ce que j'ai par-dessus toute envie de savoir. Vous ne nous trompez pas un instant, s'écria-t-elle. Pas une seule seconde. Nous savons bientôt deux que vous y avez pris énormément de plaisir. N'est-ce pas, Catherine? Non, répondit celle-ci, je crois qu'il est sincère. Il n'apprécie pas beaucoup la politique tant restant dans le livre. 5h21 ces paroles, bien que prononcées simplement, eurent un effet curieux sur l'atmosphère pétillante et légère. William perdit aussitôt son air animé et dit sérieusement, « Je déteste la politique, je crois qu'aucun homme n'a le droit de dire cela, » remarqua Cassandra, presque sévèrement. « Je suis d'accord avec vous, je veux dire, » s'empressa-t-il de rectifier, « que je déteste les politiciens. Voyez-vous, je crois que Cassandra est ce qu'on appelle une féministe, » reprit Catherine. Ou plutôt, elle était féministe il y a 6 mois, mais de là à penser qu'elle l'est toujours il y a de la marge. C'est un de ses plus grands charmes à mes yeux. On ne sait jamais avec elle lui sourit, à la manière d'une sœur aînée. Catherine, je suis morte de honte en t'entendant, s'écria Cassandra Norrie. Non, vous ne comprenez pas ce qu'elle veut dire, coupa Rodney. Je trouve aussi que les femmes ont sur nous un immense avantage à cet égard. On passe à côté de beaucoup de choses en essayant de connaître un sujet à fond, tant restant dans le livre.
5h20, il connaît le grec à fond, puis Catherine. Mais il était si très fort en peinture, et assez calé en musique et très cultivé. C'est peut-être la personne la plus cultivée que je connaisse. Il y a aussi la poésie, ajouta Cassandra. Chose c'est vrai, j'oubliais sa pièce, remarqua Catherine, détournant la tête comme si elle apercevait quelque chose qui réclamait son attention à l'autre bout du salon. Elle les planta là. Ils demeurèrent quelques instants silencieux, après ce qui ressemblait à des présentations en règle, et Cassandra suivit Catherine des yeux. D'après Henri, dit-elle peu après, la scène d'un théâtre ne devrait pas être plus grande que ce salon. Il voudrait que le chant et la danse fassent partie du spectacle, mais ce serait tout le contraire de Wagner. Vous comprenez, ils s'assirent, et Catherine, se retournant quand elle arriva à la fenêtre, vit William la main levée et la bouche entr'ouverte, comme prêt à parler. D'est-ce Cassandra se serait tue. La tâche de Catherine, tirer un rideau de placer au fauteuil, fut soit oubliée, soit accomplie, mais elle reste terne prestant dans le livre. 5h20 près de la fenêtre à ne rien y faire. Les plus âgés s'étaient regroupés autour du feu. Ils semblaient constituer une communauté indépendante de gens d'une autre génération occupés de leurs propres affaires. Ils racontaient des histoires avec verve et les écoutaient de fort bonne pays grâce. Mais elle ne voyait pas bien quel rôle elle aurait pu tenir. Si quelqu'un fait une remarque, je dirais que je regarde le fleuve, songea-t-elle, car asservie qu'elle était aux traditions familiales, elle était prête à payer sa transgression d'un petit mensonge plausible. Elle écarta le store et regarda le fleuve. Mais la nuit était particulièrement sombre, et l'eau à peine visible. Des taxis passaient, et des couples déambulaient lentement sur le trottoir, le plus près possible des grilles, même si les arbres encore sans feuilles ne leur offraient pas d'ombre ou dissimulaient leurs étreintes. Ainsi à l'écart, Catherine ressentit sa solitude. La soirée avait été douloureuse, lui apportant de minute en minute toujours plus de preuves que les choses se passeraient comme elle l'avait prévu. Elle avait dû supporter les intonations, les gestes, les regards. Elle savait, sans avoir besoin de se retourner, qu'en ce moment même, William plongeait à temps restant dans le livre. 5h19, 62 corps perdus dans les lisse d'une entente inespérée avec Cassandra. 11 lui avait quasiment dit que cela dépassait de loin ce qui un était imaginé. Elle regarda par la fenêtre, fermement décidée à oublier ses petits malheurs personnels, à s'oublier tout court, à oublier les destins individuels. Les yeux rivés sur le ciel obscur, elle entendit le murmure des voix dans la pièce où elle se tenait. Ces voix semblaient lui parvenir d'un autre monde, un monde antérieur au sien, un monde qui était le prélude, l'antichambre de la réalité. C'était comme si, morte depuis peu, elle entendait parler des vivants. La nature illusoire de notre vie ne lui était jamais apparue aussi clairement, jamais il ne lui avait semblé aussi évident que la vie était l'affaire de quatre murs, d'objets qui n'existaient que sous la lampe ou à la lueur du feu. Écho. De là il n'y avait rien, ou rien d'autre que les ténèbres. Elle avait l'impression d'être physiquement sortie, c'est qu'à ce cercle où la lumière de l'illusion suscite encore le désir de posséder, d'aimer, de lutter. Et pourtant sa mélancolie ne s'accompagnait d'aucune sérénité. Elle entendait toujours les voix dans la pièce. Elle continuait d'être tourmentée par ses désirs. Elle aurait aimé hors de leur atteinte. Elle aurait aimé, sans logique à temps restant dans le livre. 5h18 40, se retrouvait dans une voiture roulant à toute allure dans les rues de Londres. Elle avait même très envie d'être avec quelqu'un qui, après un petit moment de flottement, prit la forme des traits de Mary Datchet. Elle tira les rideaux de manière que les deux pans se rejoignent en pli profond au milieu de la fenêtre. « Ah, la voilà !» dit Monsieur Hilbery qui, le dos tourné à la cheminée, se balançait d'une jambe sur l'autre d'un air affable. « Viens ici, Catherine. Je me demandais où tu étais passé. Nos enfants, remarqua-t-il entre parenthèses, nous sont parfois bien utiles. Je voudrais que tu ailles dans mon bureau, Catherine, sur le troisième rayon à droite de la porte. Tu trouveras les souvenirs de Shelley, de Trelawney, apporte-le-moi. Après cela, Peyton, vous serez bien obligé de reconnaître devant tout le monde que vous vous êtes trompé. Les souvenirs de Shelley de Trelawney. Troisième rayon à droite de la porte, répéta Catherine. Après tout, on n'interrompt pas les enfants au beau milieu d'un jeu, et on n'arrache pas les dormeurs à leurs rêves. Elle passa à côté de William et Cassandra en se dirigeant vers la porte, tout en restant dans le livre. 5h17 attendez, Catherine,
lit William sans conviction, un peu comme s'il prenait conscience de sa présence à contre-cœur. Je vais y aller. Il se leva, après une petite hésitation, et elle comprit que cela lui demandait un effort. Elle posa un genou sur le canapé où Cassandra était assise, et regarda le visage de sa cousine tout vibrant encore du feu de sa conversation. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-elle haut. Catherine, s'exclama Cassandra, comme s'il n'était pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Bien sûr, nous ne sommes d'accord absolument sur rien, reprit-elle, mais je crois que c'est l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. Et toi, tu es la plus belle femme, ajouta-t-elle en regardant Catherine. Et peu à peu son visage perdit son animation et se tâta par sympathie de cette mélancolie qui apportait selon elle une touche de raffinement ultime à la distinction de Catherine. « Ah, mais il n'est que 10 heures, dit Catherine sombrement. Si tard que ça. Et alors elle ne comprenait pas. 4, à minuit, mes chevaux se transforment en rats et je me sauve. L'illusion se dissipe, mais j'accepte mon sort, en restant dans ton livre. 5 heures un thé, minimum 63 A, je profite du calme avant la tempête. Cassandra la regarda d'un nez perplexe. Voilà Catherine qui parle de rats, de tempête et toutes sortes de choses bizarres, annonça-t-elle à William quand il vint les retrouver. Il avait fait vite. Pouvez-vous essayer d'y voir clair? Catherine comprit à son léger froncement de sourcils, à son hésitation, qu'il ne trouvait pas ce problème particulier à son goût en cet instant. Elle se redressa aussitôt et dit sur un autre ton, « Mais, sérieusement, il faut que je me sauve. William, vous voudrez bien m'excuser auprès des autres s'ils remarquent mon absence. Je ne rentrerai pas tard, mais j'ai quelqu'un à voir. » À cette heure-ci, s'exclama Cassandra. « Et qui donc ?» demanda vivement William. « Quelqu'un de mes amis, répondit-elle, tournant légèrement la tête vers lui. Elle savait qu'il souhaitait qu'elle reste, non pas, certes, avec eux, mais à proximité, en cas de besoin. Catherine a énormément d'amis, dit William sans grande conviction en se rasseyant, tandis que Catherine quittait la pièce, en restant dans le livre. 5h16 bientôt, elle roulait à vive allure, comme elle avait souhaité le taire, dans les rues éclairées par des réveillères. Elle aimait à la fois la lumière et la vitesse, la sensation d'être dehors toute seule, telle l'idée qu'au bout de sa course, elle trouverait Mary tout là-haut dans son salon solitaire. Elle grimpa en hâte l'escalier de pierre, remarquant parfois, à la lueur vacillante d'une lampe à gaz, l'effet curieux de sa robe de soie bleue et de ses escarpins assortis sur les marches salies par toutes les bottines qui avaient défilé dans la journée. La porte fut ouverte dans l'instant par Mary en personne, qui ne put dissimuler sa surprise à la vue de sa visiteuse, non plus qu'un certain embarras. Elle accueillit cordialement Catherine qui, n'ayant pas le temps de se lancer dans de grandes explications, entra directement dans le salon, et se trouva en présence d'un jeune homme enfoncé dans un fauteuil, les yeux fixés sur la feuille de papier qu'il tenait à la main, comme s'il s'attendait à poursuivre incessamment l'exposé qu'il était en train de faire à Mary Datchet. L'apparition d'une inconnue en robe du soir parut le déconcerter. Il ôta sa pipe de sa bouche, se leva avec raideur, puis se rassit brusquement en restant dans le livre. 5h15 je songe à quitter nos amis de Russell Square, expliqua Mary. Je vois, et ensuite vous ferez autre chose. Ma foi, j'ai bien peur d'aimer travailler, dit Mary. Peur, répéta Monsieur Basnet, laissant entendre qu'à son avis, aucun être sensé ne pourrait avoir peur d'aimer travailler. Oui, dit Catherine, comme s'il avait exprimé cette opinion à haute voix. J'aimerais entreprendre quelque chose de nouveau, un projet vraiment personnel, voilà ce que j'aimerais. Oui, c'est ça qui est chouette, dit Monsieur Basnet, la regardant pour la première fois avec attention, tout en bourrant sa pipe. Mais il ne faut pas restreindre le sens du mot Traversweil, c'est ce que je veux dire, reprit Mary. Pour moi, il y a d'autres façons de travailler. Personne ne travaille plus qu'une femme qui a de jeunes enfants. Tout à fait, dit Monsieur Basnet. C'est justement aux femmes qui ont des bébés que nous voulons nous adresser. Il jeta un coup d'œil sur son document, le roula machinalement entre ses doigts, et plongea son regard dans le feu. Catherine sentait qu'avec eux tous se comptant restant dans le livre.
5h11, 10 a été jugé objectivement, on était seulement ce qu'on pensait, sans ménagement ni obligé de fioriture, étant curieusement entendu que le nombre de choses auxquelles on avait le droit de penser était strictement limité, et le côté guindé de M. Basnet était purement superficiel, son visage rayonnait d'une intelligence qu'elle trouvait fort stimulante. Quand est-ce que le public sera mis au courant demanda-t-elle. Vous voulez dire de notre existence demanda M. Basnet avec un petit sourire. Cela dépend de beaucoup de choses, dit Mary. Les deux conspirateurs avaient l'air contents, comme si la question de Catherine et la foi en leur projet qu'elle impliquait leur faisait chaud au cœur. Quand on essaie de mettre sur pied une société comme la nôtre, impossible d'en dire plus pour le moment, commença M. Basnet avec un petit hochement de tête. Il y a deux choses